Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, c'est Riquet et aujourd'hui je vais vous parler des indices boursiers, un guide complet, un tuto général pour que vous soyez en capacité à l'issue de cette vidéo de pouvoir parler à n'importe qui des indices. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez un ami qui vient vous dire j'ai entendu parler du DAX, du CAC 40, des indices, explique-moi ce que c'est, j'ai envie de trader dessus. Vous serez en capacité de lui dire bah, voilà les avantages, voilà les inconvénients. Je t'invite d'ailleurs par rapport à ce que si tu veux investir ou si tu veux faire du trading à plutôt utiliser tel produit financier ou tel produit financier. Voilà ce que je vais vous apprendre tout simplement. Donc on va définir ensemble ce que c'est qu'un indice. Ça va passer très vite, hein, vous allez voir c'est un PowerPoint mais c'est un support. On va passer assez rapidement là-dessus. Donc définir ce que c'est, on va voir les différents indices qui existent et puis surtout comment est construit un indice, qu'est-ce qu'on y retrouve dedans et pourquoi d'ailleurs on construit un indice. On va retrouver également la différence, je vous ai fait un petit tableau comparatif action versus indice avec les natures différentes de chacun des deux et pourquoi c'est plus intéressant parfois de chercher une action et parfois c'est plus intéressant de trader ou investir sur les indices. Donc on va voir ça dans cette présentation et on terminera comme je vous l'ai dit par identifier les différents produits financiers qu'on peut trader ou sur lesquels on peut investir pour justement être exposé aux indices et vous allez le voir, il y a chacun d'entre eux a leurs avantages et leurs inconvénients et on finira par un passage sur des graphiques pour voir un petit peu ce qu'on peut faire sur les graphiques justement des indices et que ce soit sur l'investissement ou le trading, je vous donnerai des conseils, des astuces que j'ai pu collecter au fur et à mesure du temps depuis que je fais du trading que je trouve assez intéressantes à partager, qu'il faut avoir en tête notamment si vous débutez et peut-être même qui peut être une bonne piqûre de rappel pour certains d'entre vous pour éviter soit de commettre des grosses erreurs, soit qui va vous permettre potentiellement d'améliorer vos performances sur le trading indice. Voilà, j'en termine avec cette introduction, 1 minute 52. C'est correct, au moins vous savez à quelle sauce vous allez être mangé et on démarre donc tout de suite avec une définition. Et oui, c'est important de définir finalement les indices parce que souvent quand j'ai des personnes qui arrivent en coaching ou en formation, finalement ils me disent je trade le Dow Jones, je trade le DAX, mais très peu savent réellement ce que c'est et c'est hyper important de savoir sur quoi on travaille. Je veux dire, il y a pas, quand vous vendez peut-être des produits, si vous êtes commerciaux, si vous travaillez dans une entreprise, ne serait-ce que vous êtes plutôt dans des fonctions administratives, c'est intéressant de savoir ce que l'entreprise vend pour comprendre dans l'environnement dans lequel vous êtes. Et forcément, vous allez comprendre qu'il y a des facteurs qui vont impacter votre société. Là, c'est pareil. Il faut absolument savoir quand on trade les indices à quoi ça correspond. Quelles sont les entreprises, comment elle est calculée, quel événement peut faire que ça va varier plus ou moins. Mais ceci, que ce soit dans l'investissement ou dans votre trading. Et donc, pour le définir, l'indice ou les indices, et on va parler uniquement des indices boursiers aujourd'hui, ce sont tout simplement des indicateurs qui vont refléter, qui vont représenter et mesurer la performance d'un certain nombre d'actions ou d'ailleurs la valeur d'une section spécifique d'un marché qu'il représente. Vous allez comprendre de quoi je parle dans un instant. Je vous propose donc de comprendre maintenant qu'on sait que ça regroupe un certain nombre d'actions ou de valeurs spécifiques liées à certains critères, justement d'essayer de comprendre comment sont créés ces indices. Alors les indices, ils ont des origines. L'origine, elle est tout simplement bien que la plupart ont été créés par des agences de notation financière ou des institutions financières spécialisées. Voilà, l'exemple le plus banal, ils ne sont pas trop cassés la tête, c'est Standard & Poor's, une agence de notation financière. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été regarder les 500 plus grosses capitalisations américaines et boum, ils ont appelé ça le SP 500. Ils ne sont pas trop embêtés, mais en même temps, c'est plutôt facile à utiliser et on s'en rappelle. Alors après, une fois qu'on décide de créer un indice, ce qui va le caractériser finalement, c'est les critères. Quelles sont les actions qu'on va intégrer dans ces indices et quels sont leurs critères? Et les différents critères, ils vont varier en fonction des indices. On peut avoir plein d'indices différents, on pourrait d'ailleurs même nous en créer en réalité et on viendrait sélectionner un certain nombre de critères pour dire si cette action peut rentrer ou non. Et donc ces critères, ça va être par exemple la liquidité. Est-ce que l'actif est liquide? Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges autour ou pas? On va avoir également le secteur d'activité. Par exemple, on va en reparler dans un instant, mais le Nasdaq 100, on est plutôt sur des valeurs technologiques. Et puis, on va avoir bien sûr tout ce qui est capitalisation boursière. Certains indices acceptent un minimum de capitalisation boursière pour autoriser finalement, en tout cas avoir une action qui est légitime pour être dans cet indice. Et puis, l'objectif, c'est finalement pourquoi on regarde les indices, pourquoi on trade les indices. C'est tout simplement de pouvoir s'exposer ou d'avoir une vue d'ensemble juste si on les analyse sur un marché, un ensemble. Et c'est de diminuer finalement le risque d'aller juste sur une action en particulier et on reviendra aussi sur ce sujet
dans un instant. Voilà, donc maintenant vous savez ce que c'est qu'un indice, vous savez comment ils sont créés et pourquoi ils sont différents certains les uns par rapport aux autres, parce qu'on a différents critères, toujours avec un objectif de pouvoir visualiser et observer un ensemble d'actions, un panier d'actions justement d'un indice, d'un secteur, d'une liquidité, d'une capitalisation particulière. Au niveau des indices, je vous en ai mis plusieurs à l'écran comme vous le voyez. On va avoir pour l'Allemagne le DAX 30 qui va représenter les 30 plus grosses capitalisations allemandes. On va avoir également en France le CAC 40, le fameux CAC 40 qui est bien connu. On va avoir aux États-Unis le SP500 pour les 500 plus grosses capitalisations. Le Dow Jones, également appelé DJ30, vous le verrez souvent sous ce nom-là. Attention, DJ30 c'est plutôt l'appellation CFD, excusez-moi pour le lapsus. Donc le CFD et non pas le Forex. Donc pourquoi? Parce qu'on en parlera aussi, mais il faut distinguer les différents actifs, les différents produits financiers plus exactement sur lesquels eh bien, on peut trader ou investir, et on verra que il existe les futurs, les CFD et puis deux autres catégories que je vous présenterai. Donc le Dow Jones plutôt orienté 30 plus grosses capitalisations, du moins historiques, plutôt sur le secteur industriel. Quant au Nasdaq, c'est plutôt les 100 plus grosses capitalisations au niveau technologique. Et on va retrouver par exemple en Asie le Nikkei 225, oui c'est ça. Et puis on a également d'autres indices que je vous ai pas mis à l'écran, mais qui vous parlent peut-être, par exemple l'Eurostock, et non pas Euronext, Eurostock, ou encore le FTSE pour le Royaume-Uni par exemple. Voilà, je vous laisse aller voir, hein, il en existe quasiment pour chaque pays et ça reste quand même assez intéressant à observer si vous le souhaitez. Attention à bien prendre des actifs liquides justement, des indices liquides, si vous souhaitez notamment faire du trading, c'est assez intéressant et important à avoir en tête. Au niveau de la composante et des pondérations, et oui, comment finalement une entreprise est intégrée dans un indice? Eh bien, on en a un petit peu parlé, mais on va pousser le pas un peu plus loin. Déjà au niveau de la sélection, eh bien on va avoir pour chacun des indices des critères de sélection. Ça peut être la capitalisation, ça peut être la liquidité, ça peut être le secteur, je ne l'ai pas mis, mais ça peut être la géographie, bien évidemment. On ne retrouvera jamais dans le SP500 une entreprise française, puisque un des critères, c'est que ça soit une entreprise américaine. On va avoir aussi un deuxième élément, et ça pour moi c'est primordial, et c'est trop souvent oublié par notamment les personnes qui débutent, c'est de bien comprendre qu'il y a une pondération. Alors pas dans tous, parfois la pondération est équitable, c'est-à-dire que chaque action va représenter le même pourcentage dans le calcul de l'indice, mais pas toujours, et d'ailleurs le plus souvent le cas, ce n'est pas le cas. Ça va être par capitalisation boursière notamment, et par exemple dans le CAC 40, vous le savez peut-être, mais les 4 ou 5 premières entreprises du luxe, LVMH, L'Oréal, qui j'oublie, Dior, et puis je crois que c'est Dior, et puis bon j'en oublie mais bon peu importe, Hermès, et il y en a un autre, ces 4 ou 5 plus grosses capitalisations représentent je crois plus de 30 ou 40% finalement du CAC 40, donc on comprend bien qu'en réalité une nouvelle ou une action qui monte ou qui descend dans ce groupe de 4, alors imaginez 2 qui montent ou qui descendent, finalement on va avoir un impact beaucoup plus significatif que les 2 ou 3 dernières du classement, puisque c'est une pondération par capitalisation boursière, et donc plus elle a une grosse capitalisation, plus elle a un impact important sur le calcul. Donc forcément vous comprenez qu'on n'est pas sur les mêmes rapports de force par rapport aux 5 premières du top 40 et puis aux 5 dernières. Donc ça c'est important à avoir en tête, parce que forcément au regard de la performance de ces actions, nos indices vont être amenés à évoluer plus ou moins fortement. Et puis on va avoir aussi une question de rééquilibrage. Je vous ai mis un petit exemple en dessous. Les indices, ils vivent, ils ne sont pas figés dans le temps. On a souvent des entrées et des sorties. Par exemple, là je vous avais mis un article, ça date un petit peu, mais Edenred était entré quand Vivendi sortait, et c'est ce qui permet aussi en réalité d'avoir des indices. Et moi je vous invite plutôt à investir bien sûr à la hausse et jamais parier sur le long terme à la baisse. Vraiment c'est quelque chose que je ne vous conseille pas. Pourquoi? Parce que de par la calcul et la composition des indices, on a, et aussi de fait de l'inflation, on a forcément des actifs qui montent, parce que dès qu'on a une entreprise qui est moins performante, on vient en rajouter une qui est plus performante. Donc mécaniquement sur le long terme, on a des indices qui montent, et avec l'inflation, vous le savez, forcément l'investissement prend aussi en valeur. Donc ça c'est un phénomène qui est lié, d'ailleurs on investit souvent pour combattre justement cette inflation. Donc ça c'est un point important à avoir en tête. Je voulais en dire un autre, mais je crois qu'il m'est sorti de la tête, c'était par rapport au système d'entrée et de sortie. Ouais, bon, si jamais ça me revient, je vous en ferai part, ça m'échappe. On passe à la slide suivante qui est différenciée finalement, parce que ça m'arrive aussi lorsque j'ai des personnes qui viennent avec moi en coaching qui me disent mais finalement
autant aller prendre un peu plus de risques, jouer un peu plus à pile ou face, et puis pourquoi pas faire du trading d'action où finalement c'est moins compliqué parce qu'il suffit de suivre une action et on regarde un peu ce qui se passe sur elle et puis on aura toute l'information et puis on va savoir si ça monte ou si ça descend, alors que l'indice finalement on peut pas profiter pleinement de la performance d'une action. C'est vrai, mais on a les avantages et les inconvénients, les deux se valent. Quand on s'expose, et c'est ce que je vous ai marqué dans le marché des actions, on s'expose sur un investissement dans une action spécifique ou alors on s'investit... ou plutôt dans les indices, on va s'investir sur un ensemble d'entreprises. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est de diversifier. D'ailleurs, c'est le deuxième point, risque et diversification. Le risque est plus élevé lorsqu'on s'expose aux actions, puisqu'on est lié à la performance d'une seule entreprise, là où le risque est bien évidemment diversifié lorsqu'on s'adresse à un panier d'actions au travers des indices. Ce qui va être aussi différent, ça va être la liquidité. Pourquoi? Parce que, et ça, soyez très très vigilants, notamment sur les actions, d'avoir, si vous faites du trading, une entreprise dans laquelle les volumes, en tout cas les échanges, sont liquides. Il se peut que vous ayez des actions sur lesquelles il y a très peu d'échanges journaliers, et donc si vous faites du trading, vous êtes un petit peu dépendant de la liquidité, et vous pouvez vous retrouver finalement à avoir des actions qui n'ont pas de volume d'échange, et donc avec des écarts de prix, des gaps entre l'achat et la vente assez importants, et forcément ça va impacter vos performances. Et je vous invite d'ailleurs à plutôt éviter l'intraday sur les actions. C'est pas forcément quelque chose que je recommande généralement du fait de la liquidité, sauf sur les plus grosses caps et encore. Alors que les indices, à l'inverse, c'est très très liquide. Il y a énormément de traders et d'investisseurs qui interviennent tous les jours sur le Nasdaq, sur le Dow Jones, même sur le DAX, le CAC 40, ça reste assez ok. Donc on n'est jamais à court finalement de trouver quelqu'un en face de nous pour avoir la contrepartie. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, notamment sur les contrats futurs dont on va parler dans un instant. Ensuite, les facteurs d'influence, sur les actions, on va surtout surveiller les résultats d'entreprise, les bilans, les comptes de résultats, les rapports financiers, les flux de trésorerie, pour justement essayer de savoir si l'entreprise fait plus de chiffre d'affaires, fait plus de bénéfices, est-ce qu'elle augmente ou pas son nombre de commandes. Par exemple, rappelez-vous sur Netflix, au moment où ils ont décidé d'arrêter un compte pour 150 personnes et qu'ils ont commencé à dire hop 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 hop, on va filtrer un peu tout ça et puis on va demander à chacun de payer son compte entre guillemets, forcément ça a été assez mal perçu par les clients, mais en réalité ça a été une opportunité assez intéressante pour les investisseurs parce que forcément ça fait plus de chiffre d'affaires, on a plus de comptes, plus de gens qui payent, plus de chiffre d'affaires, c'est presque un levier commercial et donc forcément à ce moment-là, de mémoire en tout cas, on avait eu plutôt une hausse sur l'action de Netflix parce que les investisseurs l'ont bien compris, a priori à poser cette règle. Certes ça peut faire perdre quelques clients, mais les gens sont tellement accros et vont rester de toute façon qu'ils vont avoir tendance soit à trouver des solutions, mais ça c'est à vous de voir, soit effectivement à avoir un autre compte et en tout cas c'était un potentiel assez intéressant de futures hausses de chiffre d'affaires et donc de bénéfices. Concernant les indices, surtout ce qu'on va regarder, ça va être les nouvelles économiques générales, les politiques monétaires, événements sectoriels. Qu'est-ce que c'est? Ça va être la publication de l'inflation, la publication des taux directeurs par la Fed, par la BCE pour les plus connus, mais on a aussi bien sûr ceux au Japon avec la Bank of Japan, la BOJ, ou encore la Bank of England pour le Royaume-Uni, la BOE. Donc tout ça va avoir un impact forcément sur les différents indices, parce qu'en fonction des prises de décision qui sont prises, et bien tout simplement on va avoir un impact. Ok ? Enfin, j'en termine. Quel est l'objectif? Quand on trade sur les actions, l'idée c'est quoi? C'est d'essayer de se dire ok, là il y a un potentiel énorme, ou à l'inverse, l'action est complètement sous-évaluée actuellement, elle est un super prix, on va essayer de l'acheter dans le but effectivement de pouvoir la revendre beaucoup plus cher, et on mise plutôt sur un potentiel, une seule action. Alors, on peut avoir plusieurs actions dans son portefeuille, mais en tout cas on s'expose directement à l'action. Alors que quand on est dans les indices, on est plutôt sur une idée où on va investir sur un secteur, sur un marché qui est porteur, et puis plutôt que d'essayer de chercher quelle est la pépite, allez, on se dit bon, de toute façon le secteur de manière générale est porteur, j'investis et je vais essayer de profiter finalement d'une dynamique de hausse. Alors c'est sûr qu'on ne fera pas du coup la meilleure performance de la meilleure action, mais on ne fera pas non plus la pire. Ça permet encore une fois de se diversifier. La question c'est toujours de savoir où est-ce qu'on met le juste équilibre. Donc ça c'était pour bien comprendre comment la différence entre les actions et les indices. Au niveau des indices, on a différents produits financiers qui vont nous permettre d'intervenir dessus. Le premier, et c'est pour moi, ils ne sont pas plus intéressants les uns par rapport aux autres, mais en tout cas, au moins dans le trading, c'est le plus important à avoir en tête, c'est les contrats à terme sur indice. Et donc, vous allez voir pour chacun, je vous ai mis les avantages et les inconvénients. Dans les avantages, on va avoir tout simplement que ça permet la spéculation, donc ça permet aussi d'être très liquide, c'est des contrats qui sont extrêmement liquides, comme on en a parlé, et ça va permettre également, plutôt ça pour les gros fonds,
Ça peut le faire aussi pour les particuliers, mais bon, a priori, c'est de se hedger. Se hedger, rapidement, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire se protéger. Donc, par exemple, on a envie d'investir, on est dans une position, par exemple, sur les indices sur le long terme, on peut aussi décider de se hedger, donc c'est-à-dire d'acheter ou shorter des contrats qui vont nous permettre, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais de permettre de racheter ou de revendre justement des indices à prix plus bas, et donc ça permet de se protéger et comme d'avoir une sorte d'assurance en réalité. La seule différence, et on va en reparler juste après, c'est avec les options, c'est que le contrat à terme, on est obligé d'être exécuté à la terme du contrat. C'est-à-dire que par exemple, quand on achète un contrat futur, vous achetez un contrat, par exemple à décembre 2023, en réalité, il y a possibilité maintenant de faire ce qu'on appelle un rollover, c'est-à-dire de rouler son contrat et donc de le vendre pour le racheter et l'avoir sur la prochaine échéance. Donc je m'explique, on achète un contrat en septembre 2023 à échéance décembre 2023. Prenons par exemple le CAC 40. Le CAC 40 est actuellement, on va dire, à 7000. Je me dis, ok, bah moi je vais acheter un contrat qui me permet de l'acheter, disons, j'achète un contrat maintenant qui aura à échéance décembre 2023. Et donc quand j'achète le contrat, je me donne l'autorisation finalement d'acheter entre guillemets de l'indice CAC 40 à 7000. C'est un petit peu l'idée. Et bien tout simplement, en décembre 2023, il se passe deux choses. Soit ça a énormément augmenté, dans ce cas-là c'est plutôt intéressant, on a effectivement un contrat qu'on va pouvoir exécuter, soit à l'inverse, et bien ça a baissé et donc on n'a pas forcément envie de vendre sa position. Par contre, on maintient une position perdante, ça peut aussi aller beaucoup plus bas et on va faire, si on ne veut pas se faire exécuter à ce moment-là, ce qu'on appelle justement rouler son contrat, donc vendre le contrat à date pour racheter celui à la prochaine échéance, et généralement ça marche par trimestre, donc par exemple jusqu'à l'échéance de mars 2024. Concernant les inconvénients, ça requiert donc une gestion active en raison de l'expiration du contrat, c'est ce que je vous disais. L'idée c'est pas forcément de maintenir et de faire un rollover, c'est plutôt de voir, ok, bon bah finalement si ça part pas dans le bon sens, il vaut peut-être mieux revendre notre contrat pour éviter de l'avoir un peu dans le baba, parce que c'est jamais très intéressant de garder une position qui perd, notamment que je vous rappelle, on est obligé de l'exécuter, et si on n'est pas, s'il y a un moment ça va trop loin, bah on est tout simplement liquidé, donc c'est pas trop l'objectif non plus, donc c'est extrêmement dangereux à ce niveau là, mais rassurez-vous, si vous faites du day trading avec du money management, il n'y a aucune raison que cela vous arrive. De toute façon vous avez, je vous l'ai dit, de la marge, et ça marche exactement comme ça. Si vous n'êtes plus capable de maintenir votre position, vous serez malheureusement liquidé. Donc trader bien évidemment avec du money management. Potentiel de perte significative, forcément, mais ça j'ai envie de dire un petit peu partout, et c'est pas conçu pour les petits capitaux. Ça c'est vrai au niveau des frais, parce que vous allez le voir, la valeur du point, alors déjà il y a les frais, pardon, et puis il y a aussi la valeur du point. Les frais, parce que ça va être un peu plus, les frais c'est plutôt intéressant, pardonnez-moi, c'est une erreur, les frais sont plutôt plus intéressants en réalité que les CFD à mon sens. En revanche, effectivement, la valeur du point, par exemple sur le Dow Jones, vous êtes soit à 5, soit à, non pardon, c'est à 2, je me perds. Le Dow Jones, c'est 5 euros ou 1 euro du point, par exemple. Alors, on peut bien évidemment en prendre plus, mais ça, tout simplement, si vous avez par exemple 1000 euros de capital, bah, ça va aller beaucoup trop vite. C'est impossible d'avoir un bon money management et ça va être impossible de pouvoir tenir les positions. Donc, vous n'allez pas pouvoir tout simplement trader sur futur et il faudra se rabattre sur les CFD. En revanche, ce qu'il faudra faire, et je vous invite vraiment à le faire, c'est de toujours analyser vos graphiques sur contrat futur. Quand vous êtes sur TradingView, je vous montrerai ça après, ne prenez jamais un graphique CFD, parce qu'un graphique CFD, ce ne sont pas les vrais graphiques tout simplement, ce sont les graphiques de l'entreprise, du courtier, du broker sur lequel vous analysez, mais ce ne sont pas les vrais graphiques. En fonction de ce qui se passe sur le broker, peut y avoir des mèches qui peuvent être différentes des bougies, donc je vous invite fortement à regarder sur TradingView les flux futurs. Attention, de base, ils ne sont pas inclus dans peu importe l'offre que vous avez, que ce soit la gratuite ou la payante, ils ne sont pas inclus. Il faut donc y souscrire, c'est 5 à 7 euros par mois, j'ai plus les chiffres exacts en tête. Il faut absolument les prendre si vous souhaitez trader. Déjà sur futur, c'est obligatoire. Si vous voulez pas le faire sur CFD, ok. Par contre, attention, je vous le dis, vous n'aurez pas systématiquement les mêmes bougies et donc vous serez, en fonction de votre stratégie, potentiellement à prendre des faux signaux. Et quand on sait que c'est 7 $ finalement par mois, bah ça vaut le coup de payer 7 $ plutôt que de prendre une erreur qui nous coûtera automatiquement déjà tout de suite plus cher. Donc après, on va avoir les options. Les options, c'est un autre type de produit financier qui est très intéressant, mais pareil, qui est plutôt orienté quand même pour les gros capitaux. L'idée, c'est quoi? C'est la même chose que les contrats à terme. On a une date d'échéance, à la différence qu'au moment où on va acheter l'option, on va payer une prime, et cette prime en réalité c'est de l'argent perdu. Voilà, c'est perdu, c'est comme une assurance, finalement c'est un petit peu, vous avez votre assurance moto ou voiture, bah, vous payez tous les mois, et puis si vous avez jamais d'accident dans votre vie, bah, c'est de l'argent perdu, nous sommes d'accord. En revanche, par contre, si vous arrive quelque chose, vous avez un remboursement, bon, même s'il y a une petite franchise généralement, mais en tout cas sur les indices, c'est en gros je paye, j'achète une option, j'ai une prime, ce qu'on appelle un prime, donc ça je le perds, c'est mon assurance. En revanche, l'option, quand je l'achète, ça me donne le droit de l'exécuter pareil jusqu'à un terme
ou non. Donc c'est-à-dire que par exemple, on reprend notre principe du CAC 40 où on a acheté notre option à 7000, bah, si le CAC 40 à décembre 2023 il est à 8000, bah, on va exécuter finalement notre option parce qu'on a le droit de racheter à 7000. Donc ça c'est hyper intéressant et du coup on va dégager une plus-value de 1000, enfin si on fait 1000 points en tout cas, si on fait le calcul ainsi pour faire simple. En revanche, ce qui va se passer, c'est que si le CAC 40 descend à 6000, mais que nous, on a une option donc à 7000, ben on a le droit de ne pas l'exécuter, à la différence du contrat où on est censé, du contrat futur, pardon, où on doit l'exécuter. Donc il y a une différence à ce niveau-là. La seule différence, c'est qu'on n'est pas obligé, par contre, on perdra de toute façon le prime qu'on a payé au départ. Donc voilà ce qui peut être intéressant. L'idée, c'est aussi dans l'optique de se hedger et de se protéger. Clairement, je vous en parle parce que je pense que c'est intéressant à avoir en tête. Après, les options ne sont pas forcément un produit qui est abordé par les particuliers. Souvent, ça peut être, voilà, la prime d'option peut être assez coûteuse et en réalité sur les petits capitaux ça ne fait pas sens. C'est très utilisé les options par notamment les fonds d'investissement qui ont un petit peu un devoir d'obligation de se protéger aussi par rapport à leurs clients et donc c'est un produit hyper intéressant pour eux et vous comprenez bien que si c'est plutôt intéressant pour les gros, bah forcément si vous avez des petits capitaux c'est que c'est tout de suite moins intéressant. Ensuite, on va avoir les ETF qui sont extrêmement intéressants plutôt dans l'investissement que dans le trading. C'est que ça va permettre d'avoir une diversification instantanée avec des coûts qui sont généralement très faibles. En fait, ça va vous permettre de vous exposer directement justement à ces indices. En réalité, si vous souhaitez investir dans les indices, il faut passer par les ETF. Il n'y a pas trop d'autre choix parce que les contrats à terme, vous l'avez compris, c'est pas forcément l'idée. C'est un terme. Les CFD, bon, on ne maintient pas trop des CFD. Et surtout, quand on est en CFD, on n'est pas réellement exposé. J'en reparlerai dans un instant, mais on n'est pas à proprement dit exposé sur les actions. Alors que quand on achète des ETF, eh bien on détient en soi les actions, on va toucher des dividendes, on va payer un petit frais annuel pour justement le fonds qui gère notre ETF, mais c'est hyper intéressant parce qu'on va avoir une diversification instantanée et des coûts, comme je vous disais, très faibles. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça va être dépendant de la performance globale d'un marché, même si les frais de gestion sont minimes. C'est-à-dire que si votre marché ne fonctionne pas, ne va pas comme il veut, mais bon, ça j'ai envie de dire, c'est partout pareil, forcément, vous êtes dépendant et vous allez perdre de l'argent. En tout cas, il faut plutôt avoir une vision long terme sur les ETF que court terme parce que c'est généralement comme ça qu'on fait énormément d'argent avec pourquoi pas un système de DCA qui peut être intéressant. Bien évidemment, encore faut-il savoir le gérer et ce que je vous invite de toute façon à faire quand vous faites du DCA, c'est rajouter de l'analyse technique dessus pour déterminer les bons paliers, les bons seuils, quitte à ne pas se positionner systématiquement par exemple tous les mois, mais plutôt payer des niveaux avec la liquidité que vous avez à disposition à ce moment-là parce que vous avez estimé que votre analyse était pertinente et je trouve que ça apporte un peu plus de valeur. Je parle, il est déjà, ça fait déjà 21 minutes, il faut que j'accélère. Allez, CFD, contrat for difference, c'est bien. Ça, vous êtes contre votre broker, vous êtes contre votre courtier. C'est très bien pour les petits capitaux. Ça va permettre d'accéder justement au trading d'indices. Et ça, c'est plutôt intéressant. On va même pouvoir mettre de l'effet de levier donc avec modération. Mais par contre, effectivement, l'inconvénient, c'est qu'on est face à notre broker. Et donc, quand vous avez des brokers un petit peu limite et que vous n'êtes pas forcément au courant, notamment quand vous débutez, vous pouvez vite vous retrouver sorti pour pas grand-chose. Le broker fait un peu ce qu'il veut. Vous n'êtes pas sur le vrai marché. L'avantage, c'est que c'est liquide parce que si vous achetez, forcément, lui, il vend. Et donc après, il y a des market makers derrière qui travaillent. Je vous invite vraiment à surveiller des acteurs qui sont assez reconnus. Moi, je peux vous recommander par exemple XTB. Je suis pas du tout affilié avec eux, mais je les trouve plutôt sérieux à ce niveau-là. Donc, si je peux en recommander un sur le CFD, il y en a pas beaucoup que je recommande. Il y en a plein que je décommande. Je vais pas leur faire de la mauvaise pub, pardon, c'est pas mon but. Mais en tout cas, voilà, si vous en voulez un plutôt cohérent et plutôt intéressant, je vous invite plutôt à prendre XTB. Voilà à ce niveau-là. Je vous propose, comme je vous l'avais dit, de passer rapidement sur mes graphiques pour visualiser quelques informations qui peuvent être pertinentes. Hop, on va y aller. Et ici, voilà, par exemple, on va prendre le Nasdaq, c'est parfait. Je suis sur un indice. Alors déjà, il y a quelques éléments qu'il faut savoir à mon sens concernant nos recherches lorsqu'on vient sur la recherche de symboles, notamment sur TradingView. Je vous rappelle que TradingView, j'ai une formation qui est dédiée si ça vous intéresse. Vous avez le lien en description, vous pouvez vous la procurer. En 2 heures, il y a un peu plus de 2 heures de contenu de vidéo. Vous devenez vraiment un pro de TradingView, vous maîtrisez totalement la plateforme. Vous avez tous mes setups, toutes mes configurations. Si vous en avez marre de chercher des choses à droite à gauche, ça coûte 3 fois rien. Vous allez voir, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à souscrire. Au moins, vous serez tranquille et vous aurez vraiment tous les trucs et astuces. Et sachant que j'ajoute systématiquement les nouvelles fonctionnalités. Donc encore une fois, vous le savez, c'est une formation qui vit. Bref, on n'est pas là que pour parler de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous voyez que quand on tape Nasdaq, en réalité, sur la droite, ici, on va avoir pas mal d'informations. Est-ce qu'on est sur un CFD? Est-ce qu'on est sur l'indice directement? Donc ça, je vais revenir dans un instant dessus. Ou alors, on va sur les futurs. On va pas trop avoir ici ce qui est ETF, on peut les retrouver. C'est pas forcément ce qu'on va chercher aujourd'hui. On va plutôt s'intéresser à ces trois-là, voire même tous ceux qui pourraient suivre un peu plus bas. Ici, vous le voyez bien, l'USD sans CFD, tout simplement de skilling,
c'est la plateforme Skilling qui nous donne eh bien, son graphique. D'accord, voilà, ça c'est le graphique de Skilling. Et ce qui va être intéressant, c'est vous allez voir, je vais mettre en petite unité de temps et je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Et on va rajouter par rapport à Skilling, par exemple, le contrat futur avec la même échelle. Et on va voir quelque chose qui peut être intéressant. Ah, je peux pas le mettre, je peux pas mettre double bougie, ben non. Par contre, regardez un petit peu, quand même malgré tout. Quand je vous dis que c'est pas tout à fait les mêmes prix. Vous voyez, les lignes, elles devraient être exactement pareilles. Alors quand on est dans une représentation en droite comme ça, on est sur les clôtures. Vous voyez bien que les clôtures de bougies ne sont pas systématiquement les mêmes. On devrait avoir des lignes parfaitement superposées, pas d'écart comme ça peut être le cas ici ou comme ça peut être le cas là. Ça montre bien qu'on n'est pas sur un CFD, sur exactement les vrais prix qui sont ceux du contrat futur, je vous le rappelle, parce que les contrats futurs, c'est vraiment le lieu de rencontre entre des vrais acheteurs et des vrais vendeurs et non pas face à votre courtier. Donc ça, c'est pour ça que je vous invite fortement à regarder les indices sur les contrats futurs si vous faites du day voire petit swing trading. Ça c'est intéressant, plutôt notamment le day trading. En revanche, vous pouvez très bien aussi aller voir le Nasdaq 100. Donc là je vais juste me permettre de retirer ceci avec l'indice cette fois-ci. Alors ce qu'il faut savoir, c'est pareil, si vous ne payez pas, bah, vous aurez 15 minutes d'écart, mais si vous êtes plutôt sur de l'investissement, en réalité 15 minutes d'écart, on s'en fiche un petit peu parce que nous on va regarder généralement pas en dessous du daily quand on fait de l'investissement, voire même pour ma part sur du weekly. Et donc en réalité c'est très bien parce que ça permet d'avoir les vrais points, ici la vraie cotation, et donc on sait exactement ce qu'il en est. Donc pour ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà des choses intéressantes déjà à savoir au niveau de celui qu'on doit sélectionner. Je sais que c'est pas toujours évident, il y a pas mal de questions là-dessus pour les personnes qui me rejoignent dans ma formation. Donc j'en profite pour le communiquer à tout le monde comme ça. Tout le monde est au courant. Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre les futurs. Vous voyez ici, par exemple, si je prends le contrat futur Nasdaq, je suis en temps réel. Si je me mets en 15 minutes, il est actuellement 17h55. Clac, clac, clac. Si je me mets sur la bougie ici, j'ai bien la bougie de 17h45, donc 17h45 à 18h, nous sommes bons. En revanche, voilà, le marché va être fermé. Mais par exemple, si je vais sur le DAX, lui, je ne le paye pas. Et si vous voulez savoir si vous êtes en temps réel ou pas, il suffit tout simplement... alors, je ne le trouve pas. DAX, un point d'exclamation, non, c'est pas ça. Bon, j'ai un trou, mais attendez, je vais le retrouver juste ici. Mes petites excuses pour le temps que ça prend. Hop, il est là. Ah oui, c'est FDAX. Voilà, c'est ça. Eh bien, lui, vous voyez, j'ai un petit D ici qui signifie que les données sont retardées de 15 minutes. Parce que je ne paye pas le flux futur DAX puisque je ne le traite pas, donc je n'en vois pas l'intérêt. Donc ça, c'est important que vous l'ayez en tête parce que c'est des choses parfois qu'on oublie. Deuxième point également que je veux vous montrer sur les graphiques, et vous allez comprendre un petit peu l'importance, notamment pour les day traders, c'est l'importance des bougies et des volumes. Attention à trader des actifs qui sont... enfin tradez-les au moment où les marchés sont ouverts. Typiquement les indices américains, vous allez le voir, je vais rajouter les volumes. Vous voyez bien que les volumes d'intervention, eh bien c'est de 15h30 jusqu'à grosso modo 22h. C'est le marché. En fait, ça commence à se terminer un petit peu avant. Mais vous voyez bien que les pics, les débuts de session, et puis également les, on va dire les milieux de session à compter de 19h-20h, eh bien c'est là où on a le plus de volume. N'allez pas trader les trous ici où vous allez le voir, il suffit de le regarder ensemble, mais il ne se passe jamais rien. Et en plus, si vous êtes sur CFD pour le coup, c'est généralement là où les spreads augmentent. Donc vous voyez ici, on a une phase de range parce qu'il n'y a pas de volume. Ici, de là à là, on a encore une fois une phase de range. Et souvent d'ailleurs, les niveaux sont retestés, comme on avait pu avoir le cas ici. On vient retester les niveaux, donc vous ne faites pas piéger quand vous voyez des configurations. Ne considérez pas ces bougies, je vous invite vraiment à ne pas trop les considérer parce que c'est vraiment là où ça va être le plus délicat. Là, effectivement, on a une petite hausse, mais regardez, on a une petite hausse, donc on se dit, bah c'est haussier. Qu'est-ce qui se passe à l'ouverture? Bam, on en corrige la moitié. Parce qu'en réalité, ici, il n'y a pas vraiment eu de travail. C'est plutôt presque du trading algorithmique qui se met en place et il n'y a tout simplement pas de volume. Donc ça, c'est plutôt pour les indices américains. Attention aux horaires. Et puis, surtout, je précise, concernant les indices allemands, l'indice allemand notamment, ou le CAC 40, c'est pareil. Faites attention, plutôt 9h, 17h30. On évite de trader en dehors de ces zones-là. Ce qui est complètement différent pour l'investissement, vous l'avez bien compris, parce qu'on va plutôt viser des grosses zones. Donc, au final, qu'on achète, j'ai envie de dire, peu importe l'heure, ça revient un peu à la même chose.
Ok, donc ça c'était vraiment un point que je voulais voir avec vous sur les graphiques parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Donc n'oubliez pas de sélectionner les bons graphiques, n'oubliez pas également qu'il y a des volumes et des horaires sur lesquels il faut trader. Et puis après on a des indicateurs, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là qui peuvent nous aider dans notre trading, notamment sur l'OPR. Je ne vais pas vous refaire une petite présentation aujourd'hui, mais l'OPR qu'est-ce que c'est? C'est en quelques mots, c'est la première bougie de l'ouverture d'un marché. Donc sur le DAX ça sera 9h et sur par exemple, eh bien, comment vous expliquer, les indices américains, ça sera 15h30 et on peut avoir de jolis outils, de jolis indicateurs. Je vais vous mettre le lien de la vidéo qui s'affichera quelque part par là. Comme vous savez, d'habitude, je suis toujours un petit peu perdu. Je vous invite à aller voir. J'ai fait plusieurs vidéos, j'en ai fait 2 notamment. Je vous mettrai la plus récente que j'ai faite qui vous donne des stratégies d'OPR. Et là, on le voit par exemple, on était face à un double top. On a un joli OPR, donc on ne prend pas la cassure par le haut puisqu'on a un retournement de tendance et en plus, on est dans une tendance baissière de fond. Et par contre, ce qui était intéressant, c'était jouer le pullback OPR. Vous voyez, très joli pullback et derrière la chute et on aurait pu continuer ainsi. Donc voilà tout un ensemble d'éléments que je voulais vous partager sur les indices. Je pense que vous êtes désormais en capacité d'aller expliquer à n'importe qui ce que sont les indices. Je le sais, c'était assez dense, c'était assez complet. Donc si tu as aimé cette vidéo, j'espère avoir fait de mon mieux. N'hésite pas à mettre un petit like, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Dis-moi en commentaire la prochaine vidéo, le prochain contenu que tu aimerais voir ou que tu n'as pas encore vu sur ma chaîne. Je te dis à très vite, reste prudent sur les marchés. Ciao.